Sur les 12 derniers mois, j'ai effectué plus de 1500 heures de coaching personnel pour des CEO et founders sur l'aspect santé mentale, santé physique et notamment productivité. En accompagnant plus d'une trentaine de dirigeants et faisant moi-même partie d'un écosystème ayant accompagné au total plus de 150 dirigeants sur le leadership, la posture et ce genre d'aspect, je suis en mesure de te présenter les 5 meilleures techniques que j'ai eu l'occasion d'observer au travers de mes expériences, de mes coachings, pour en finir définitivement avec la procrastination. Alors, petit aparté, la procrastination c'est quoi? La procrastination c'est lorsque tu as une telle charge mentale au quotidien et que tu as tellement de sujets dans la tête que la tâche X que tu es censé faire représente à tes yeux une charge mentale encore plus élevée que celle que tu as actuellement et donc ton cerveau fait l'autruche et décide de la mettre de côté. Ceci à cause du fait qu'il est en mode survie et qu'il souhaite économiser de l'énergie et ne pas s'infliger une source de stress trop élevée. Le problème en général, c'est pas du tout la tâche en question, c'est plutôt ta façon à toi de gérer le stress au quotidien. Et donc une grande partie de la procrastination vient en fait d'une mauvaise hygiène de vie. Pourquoi ? Parce qu'une mauvaise hygiène de vie augmente le stress et un stress augmenté favorise la procrastination. Maintenant qu'on a fait cet aparté, passons à des techniques simples et efficaces pour diminuer, voire éliminer complètement la procrastination et faire en sorte que tu puisses faire tes tâches au quotidien, au moment où elles nécessitent d'être faites, ne pas accumuler de retard et être content de toi à la fin de la journée. Il n'y a pas vraiment d'ordre sur les techniques, je te les envoie telles que je les ai sous les yeux. Alors, on a parlé de l'hygiène de vie. Donc en fait, une des meilleures façons de ne pas procrastiner, c'est bête, mais c'est d'avoir une bonne hygiène de vie physique. C'est-à-dire, quand tu fais du sport au quotidien, quand tu dors bien, quand tu manges bien, tu diminues énormément la charge de stress au quotidien. Tu es en bien meilleures conditions pour bosser et donc tu défavorises la procrastination. Ça peut paraître bête, mais pensez à aller marcher le matin, pensez à s'exposer à la lumière du soleil, pensez à s'hydrater correctement, ne pas manger excessivement lors des repas, faire de l'activité physique, aller marcher, autant de techniques qui indirectement permettent de ne pas repousser les tâches qui semblent trop difficiles. Ça, c'est une petite technique simple. Deuxième technique, la méthode du one thing. Alors le one thing, qui a fait l'objet d'un livre à part entière, c'est une méthode qui consiste à identifier chaque soir l'action la plus importante à faire pour le lendemain et à considérer que la journée sera réussie si cette action est effectuée. La méthode du one thing consiste en fait à prendre toutes les actions qu'on a à faire globalement, tu prends ta to-do et en fait tu vas estimer quelle est la tâche qui va te prendre 10% du temps, mais qui va te permettre d'avancer de 90% dans ton emploi du temps. La tâche la plus importante, celle qui a le plus de levier, chaque soir tu l'identifies. Et le lendemain matin, tu admets que ta journée est réussie si tu fais cette tâche-là. Ça peut paraître rien, mais du coup, ça te fait déjà prioriser les tâches les plus complexes le matin au moment où tu as le plus d'énergie mentale et ça t'évite de te retrouver à prendre des décisions complexes ou à faire des choses lourdes mentalement à 18h au moment où tu as une jauge d'énergie qui est au plus bas. Mais surtout, ça te permet de commencer par quelque chose. C'est-à-dire que tu brises la friction en te disant « je fais une tâche et au pire, ma journée est terminée ». Tu peux même caricaturer le truc et te dire « au pire, à 10h, j'ai fini ma journée ». C'est une façon de tromper le cerveau. En fait, la vérité, c'est qu'une fois qu'à 10h, t'es lancé et tu viens d'abattre ta première tâche, au contraire, ta motivation à bosser, elle est au plus haut. Mais en vérité, tu peux admettre que cette tâche-là est la seule que tu dois faire le lendemain, ce qui te permet de ne pas la procrastiner parce que tu la priorises d'une part et tu places une victoire, un reward à l'issue de celle-ci qui te met dans des bonnes conditions. Troisième technique, un petit peu dans la même veine, c'est la règle des 2 minutes. Ça peut paraître débile, mais toutes les tâches qui prennent moins de 2 minutes doivent être faites immédiatement. Exemple, je dois faire la vaisselle. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que la plupart des gens mettent beaucoup de temps. Moi, faire la vaisselle, ça me prend 30 secondes à faire. Souvent, c'est juste mettre les plats dans le lave-vaisselle, ou alors passer un coup d'éponge. Si ça prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Je vois passer un mail, je dois répondre, ça prend moins de 2 minutes. Je le fais immédiatement. Je vois un message, je dois répondre, je le fais immédiatement. Combien de gens laissent traîner des messages? Combien de gens laissent traîner des mails? Combien de gens laissent traîner des choses à faire qui durent moins de 2 minutes? C'est rien 2 minutes. 2 minutes, c'est vraiment ridicule. La règle est simple. Si ça dure moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Ça, pareil, le nombre de sujets à la con qu'on arrive à éliminer avec cette technique assez simple, c'est assez fantastique de voir les bénéfices qu'on peut en retirer. Troisième technique, c'est une technique bien de chez moi. Alors, je ne l'ai pas inventée, mais disons que je l'ai un peu remasterisée, je l'ai appelée la technique des virages. Tu sais, quand tu fais une to-do, il y a souvent plein de lignes dans ta to-do.
parfois, tu peux même avoir une liste de tâches qui est extrêmement élevée. Il y a malheureusement un sujet, c'est que le cerveau n'est pas conçu pour se concentrer efficacement sur un certain nombre de tâches à la fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se concentrer spécifiquement sur 10 tâches en même temps. Ça n'existe pas. Il est obligé de prioriser, que tu le veuilles ou non. Le souci, c'est que quand ta to-do est à rallonge et que tu vois qu'il y a trop de choses à faire, que tu n'arrives pas à te concentrer sur un élément parce qu'en fait, il y en a 10 qui arrivent, le cerveau, ne sachant pas où se poser, ne se pose tout simplement pas. Et en fait, tu vas friser. Tu vas friser mentalement, tu vas bloquer, tu vas être, entre guillemets, tétanisé. Parce que comme ton cerveau ne sait pas se concentrer sur une seule tâche, il va bloquer. C'est une technique qui est en vrai est un petit peu différente du one-thing, mais pas très complexe dans l'approche. En fait, la technique des virages, c'est simple. Repense à toutes les fois où tu as été en randonnée, où tu as beaucoup marché. En randonnée, en général, les randonnées un peu escarpées, on ne peut se projeter que sur le virage suivant. Si jamais on avait une vision très claire du nombre de kilomètres qu'on doit parcourir et du tracé, en général de 0 à, je sais pas, mettons 20 km de randonnée, souvent ça nous foutrait la flemme dès le début. En mode, j'ai la flemme d'avance de faire autant de marches. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu vas en randonnée, souvent tu le sais pas. Quand tu vas en randonnée, tu t'engages dans un chemin, tu sais pas trop où le chemin va te mener, souvent il y a un virage, et en fait qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau ne pouvant pas se projeter au-delà du virage, et ben en fait dans ta tête t'es en mode ok je marche jusqu'au virage, et au prochain virage on verra bien. Tu franchis le virage, il y a un nouveau chemin de je sais pas 100 mètres, tu le franchis, etc. etc. Et en fait ton cerveau ne pouvant pas se projeter au-delà du virage, il se projette que dans la petite ligne droite que tu as créée, donc il est en mode 100 mètres c'est facile. Puis au virage d'après, 100 mètres c'est facile, 100 mètres c'est facile. Et en fait, une succession de petits chemins t'amène à faire des randonnées de 20 km. Alors qu'on te vend une randonnée de 20 km dès le début, tu la fais pas, t'as la flemme. Alors que quand tu t'engages dans une randonnée où tu ne peux pas te projeter plus loin que le prochain virage, ton cerveau se réinitialise à chaque endroit. Et par la suite des petites actions, tu finis par faire des longues distances. Technique des virages. Comment est-ce que tu l'appliques au business ? Quand tu as un gros projet à faire, tu te forces à scinder le projet en micro-tâches de 5 à 15 minutes maximum. Et tu te dis, je ne me concentre que sur cette première tâche de 15 minutes. Elle est simple, elle est débile, et je ne fais que ça. Une fois que j'ai fini cette micro-tâche de 15 minutes, ok, je passe à la micro-tâche suivante. Mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Par exemple, je dis une bêtise, si tu frises vraiment dans le fait de, je sais pas, par exemple, tu as un projet à remplir. Et tu dois faire un Notion, je dis une bêtise. La première tâche, ça peut être créer le Notion. Oui, c'est con, mais en fait, on démarre par quelque chose. Ok, la seconde tâche, c'est qualifier le Notion, avec des tags, des trucs. Ok, troisième tâche, mettre les gros titres du Notion. Tu vois, etc., etc. Et en fait, à la fin, tu te retrouves à faire un doc complet, une étude de cas de A à Z. Mais tu as scindé la tâche pour la découper en une somme de petites actions. Et tu as fait en sorte que ton cerveau ne se concentre que sur l'action suivante et pas sur l'amas de tâches à venir après. La technique des virages, de la randonnée. Et enfin, la dernière technique, la plus puissante de toutes. Cette technique, honnêtement, elle marche. Déjà, elle marche extrêmement bien, elle est trop puissante et surtout, elle est facilement applicable. Nous sommes des êtres humains sociaux. Je le rappelle souvent, mais notre espèce, l'Homo sapiens, n'a survécu que parce qu'elle a réussi à créer des groupes sociaux pour perdurer et pour survivre. En conséquence, tu ne le sais peut-être pas, mais on est construit pour sécréter de l'énergie lorsqu'on est en présence d'un groupe social de qualité. C'est-à-dire qu'on va sécréter de l'ocytocine, une hormone qui nous donne de l'énergie lorsqu'on est en présence d'un schéma social de qualité. Tu me vois venir avec ça. Une des meilleures façons de se donner l'énergie de faire quelque chose est de s'engager publiquement à le faire auprès d'autrui. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des collègues, ça peut être un coach. Moi, c'est la raison pour laquelle j'accompagne les dirigeants sur l'aspect personnel. Je le dis souvent, mais je pourrais être un pur charlatan et je pourrais avoir des idées éclatées que je serais quand même utile par ma simple présence et par le fait que je représente un pilier d'engagement. Les gens qui s'engagent auprès de moi effectuent leurs tâches plus rapidement. Et a posteriori pour des choses pour lesquelles ils procrastinaient. Du coup,
Te placer dans un environnement social où tu t'engages publiquement auprès de tes potes, auprès d'un groupe social, auprès d'une communauté, auprès d'un coach, auprès de tes parents, ce que tu veux, ça va te pousser mécaniquement, naturellement, de par d'une part la pression sociale, mais aussi par le fait que ça va te donner de l'énergie. En fait, chimiquement, tu vas sécréter des hormones lorsque tu vas t'engager publiquement parce que ton besoin d'appartenance sociale, qui est littéralement, on pourra croire, en fait, la sociologie. Si tu veux, la sociologie est finalement extrêmement proche de la biochimie et de la médecine en général, parce qu'en fait, les comportements sociaux créent des réactions chimiques dans le corps. Et en l'occurrence, on a observé que lorsque tu t'engageais socialement auprès de quelqu'un, il y avait certaines zones du cerveau qui s'activaient plus que d'autres. Dit vulgairement, si tu as envie d'activer ton cerveau, tu t'engages auprès de quelqu'un à faire la tâche que tu as besoin de faire mais que tu procrastines. Avoir l'appui d'un être humain, de plusieurs êtres humains, qu'ils soient en physique ou à distance, est extrêmement utile. Et par exemple, je vais donner un exemple, c'est la salle de sport. Quand tu vas à la salle avec un ami ou une amie, la personne en question n'est pas coach de sport. Elle ne va pas forcément t'aider à faire les mouvements mieux. Par contre, est-ce que tu as déjà remarqué que les séances de sport en groupe étaient quand même bien plus balèze quand tu vas à la salle avec ton pote et que du coup vous vous engrainez mutuellement et que vous avez envie de vous prouver mutuellement que vous êtes entre guillemets au maximum de vos capacités, comme par hasard, la séance est titanesquement plus élevée que lorsque tu es seul à la salle. Tu n'as pas eu besoin de connaissances spécifiques, par contre la présence d'un autre être humain t'a largement poussé. Ce schéma appliqué au schéma professionnel ou même au schéma d'efficience et de productivité en général, lorsqu'on l'utilise correctement, avec les bons ingrédients, avec les bons outils, avec la bonne approche, on obtient des résultats incroyables et on élimine parfois complètement la procrastination. Je te laisse me dire si c'était des conseils qui t'ont intéressé. Si jamais tu as envie d'aller plus loin, moi j'accompagne les CEO et les founders sur l'aspect personnel de leur vie, sur la santé physique, mentale et sur la santé sociale. Si tu as envie d'en savoir plus, tous mes réseaux sont dans la description et moi je te dis à la prochaine.